Maintenant, le moment est enfin arrivé de parler plus en détail de certaines raisons de la chute de l'Empire romain. Cette chaîne est probablement l'une des rares, sinon la seule chaîne, dédiée uniquement à résoudre le mystère de la chute de l'Empire romain. C'est un sujet extrêmement complexe, d'innombrables livres ont été écrits à ce sujet, et à présent, nous avons réussi à établir fermement qu'il n'y a pas une seule raison pour la chute de Rome, mais une interaction complexe de nombreuses raisons différentes, toutes ayant contribué à un certain degré à la chute de cet immense empire. Dans cette vidéo maintenant, nous allons analyser un facteur très important de la chute de Rome, à savoir les ravages causés par les pandémies. Comment se sont-elles produites? Quelles ont été leurs conséquences? Et dans quelle mesure sont-elles responsables de l'effondrement du puissant Imperium Romanum? Si vous êtes intéressé par la chute de l'Empire romain, alors un bon point de départ sont les deux vidéos ici dans lesquelles je résume les raisons les plus importantes de la chute, totalisant 23 raisons. Il y en a certainement plus, mais pour moi, ils représentent les plus importants. Nous passerons en revue chacun d'eux dans de futures vidéos, car chacun d'eux représente déjà en soi un sujet complexe. Mais maintenant, commençons par un grand facteur contributif qui causerait à plusieurs reprises des ravages dans l'Empire romain, à savoir les pandémies et le nombre de morts qu'elles infligeaient à la population de l'Empire. Ce sujet ne pourrait pas être plus pertinent aujourd'hui puisque la dernière pandémie est encore très fraîche dans notre mémoire. Et nous voyons quels effets terribles cela a eu sur une société aussi avancée que la nôtre. Maintenant, vous pouvez imaginer quels effets terribles les pandémies auraient eu sur une société beaucoup moins avancée, sans connaissance de la microbiologie, sans connaissance des agents pathogènes, des virus et de la transmission des maladies. Il y a 3 grandes pandémies dans l'histoire de l'Empire romain, chacune ayant causé un nombre de morts incompréhensibles, chacune ayant endommagé l'Empire et sa population de manière inimaginable. La première est la peste antonine. Les épidémies et les flambées de maladies infectieuses étaient courantes dans l'Empire romain. En particulier, les villes densément peuplées de l'Imperium ont posé les fondations parfaites pour la propagation de pathogènes dangereux. C'est l'une des raisons pour lesquelles les villes romaines étaient des puits de population, c'est-à-dire qu'elles devaient être constamment réapprovisionnées en population depuis la campagne, car le nombre moyen de décès dans les villes dépassait le nombre moyen de naissances. En fait, 9 épidémies majeures ont eu lieu dans l'Empire romain entre 43 avant JC et 148 après JC. Mais l'Imperium a été épargné par l'épidémie d'un pathogène mortel pendant la majeure partie de son existence jusqu'à l'année 165 après JLC. Cette année-là, l'un des célèbres 5 bons empereurs régnait sur l'Empire romain et l'Empire se voyait à son apogée de prospérité, de développement culturel, de commerce et généralement du bien-être de ses citoyens. C'était l'époque de la Pax Romana qui avait commencé avec l'empereur Nerva et s'était poursuivie sous Trajan, puis sous Adrien, puis sous le vertueux Antonin le Pieux, et maintenant l'Empire était gouverné conjointement par le célèbre Marc Aurèle et par son frère adoptif Lucius Verus. Tous deux étaient membres de la dynastie antonine, d'où le nom de la maladie. C'est en 165 maintenant que les premiers cas de la maladie ont été signalés dans la ville anatolienne de Smyrne. Elle s'est propagée rapidement, en 166 elle avait atteint Rome et en 172 elle faisait rage dans tous les coins de l'Empire. Lucius Verus lui-même est mort de cette maladie et de grandes parties de l'armée romaine ont également été touchées. On pense qu'il s'agissait d'un virus de la variole avec un taux de mortalité très élevé. La peste a duré jusqu'en 180 environ, mais a ensuite éclaté à nouveau à Rome en 189 car jusqu'à 2000 décès par jour ont été signalés à Rome pendant cette période. Nous avons de très bonnes descriptions de la maladie par le médecin grec Claudius Galenus. Grâce à lui, nous savons à quel point la maladie devait être mortelle et les symptômes assez macabres.
La science moderne a du mal à reconstituer combien de personnes sont mortes, avec des estimations allant de 2 à 33% de la population de l'Empire et un taux de mortalité de 10%. Mais s'il s'agissait de la variole, ce qui est assez probable, le chiffre aurait pu atteindre une réduction de population de 30%, car le taux de survie de la variole est d'environ 75%. Si cela est vrai, vous pouvez imaginer l'incroyable dévastation et souffrance que cette maladie a dû causer. Maintenant, vous pouvez imaginer les implications drastiques qu'un taux de mortalité de 30% aurait sur un si vaste empire à son apogée, sur sa société hautement urbanisée, sur son réseau commercial sophistiqué et sur son armée. Ce n'est pas une coïncidence si les 100 bonnes années de la Pax Romana se terminent vers le moment où la peste a atteint son niveau de dévastation le plus élevé. Le commerce s'est effondré dans de nombreuses régions. Des villes entières ont été dépeuplées, un empereur est mort, et Marc Aurèle s'est vu contraint d'installer de nombreux peuples germaniques de l'autre côté du Rhin, dans les villes dépeuplées de la Gaule et du nord de l'Italie. Mais une réduction de 30% de la taille de l'armée a bien sûr eu un effet terrible sur l'efficacité militaire de l'Empire, et cela au pire moment possible, au début des guerres marcomaniques. Les Marcomannes étaient une tribu germanique qui envahissait un territoire romain au sud du Danube, dans ce qui est aujourd'hui la région de la République tchèque et de la Slovaquie. Marc Aurèle a été contraint de recruter des gladiateurs, des esclaves et des bandits dans les rangs de l'armée. La situation était si désespérée. Pourtant, les Marcomannes ont été chassés du territoire romain sous une grande pression, mais la guerre se poursuivrait jusqu'en 180. Il est tout à fait possible que Marc Aurèle lui-même soit également mort de cette peste. Et ce n'est pas une coïncidence si juste après la mort de Marc, la spirale descendante a déjà commencé pour l'Empire. Les pandémies conduisent de souvent au chaos et aux troubles sociaux. Et si on y ajoute le règne très malheureux du tyran Commode, qui s'est avéré être l'exact opposé de son père, nous obtenons la recette du désastre. D'énormes guerres civiles sont suivies, et l'Empire romain ne retrouverait une stabilité que pour une brève période, jusqu'à ce que les problèmes systémiques éclatent complètement quelques décennies après la mort de Marc, lors de la crise du IIIe siècle. Mais les fondations de cette crise avaient été posées non seulement à cause des problèmes systémiques de l'Imperium Romanum lui-même, dont nous allons bien sûr parler plus en détail, mais aussi à cause de la peste antonine. La crise du IIIe siècle a commencé lorsque le dernier empereur de la dynastie des Sévères, Alexandre Sévère, a été assassiné par ses propres troupes. C'est maintenant le temps de l'empereur soldat qui commence, où les guerres civiles sont la norme, pas l'exception, où l'Empire se divise en 3 parties et où les barbares envahissent, pillent, saccagent et parfois même détruisent des villes entières. Et au milieu de ce chaos, l'inimaginable s'est produit. Une autre pandémie a frappé et cette peste est devenue connue sous le nom de peste de Cyprien. Elle est arrivée au pire moment possible et a fait rage de 249 après Jésus-Christ jusqu'à environ 270 en plein milieu de la crise du IIIe siècle. Saint Cyprien, l'évêque de Carthage, a décrit la peste, d'où son nom, et on ne sait pas exactement quel type de pathogène a transmis la maladie. Mais les suspects incluent la variole, une forme agressive de grippe ou même un virus Ebola. Il est également très difficile d'obtenir des estimations précises du nombre de morts, mais au plus fort de l'épidémie, on rapportait que 5000 personnes mouraient chaque jour à Rome. Certains estiment que la population d'Alexandrie aurait chuté de 500 000 à 180 pour 10 000 personnes. Il est donc tout à fait possible que le pourcentage de décès ait également été très élevé, peut-être même plus de 10%, comme dans le cas de la peste antonine. Cela a bien sûr également affaibli l'armée romaine, de sorte que les envahisseurs barbares auraient eu beaucoup plus de facilité à piller et à saccager de nombreuses villes. Ce n'est pas non plus une coïncidence que lorsque la peste a pris fin vers l'an 270 après Jésus-Christ, c'était le moment où la fortune de l'Empire a commencé à s'améliorer à nouveau. Grâce bien sûr aussi aux efforts héroïques de personnes comme Gallienus,
Claudius Coticus et enfin mais non des moindres Aurélien lui-même. Mais ce n'est qu'après la fin de la peste que l'Empire se stabiliserait à nouveau. Il est tout à fait possible qu'à cause de la mort de nombreux Romains, de plus en plus de peuples germaniques soient installés dans l'Empire romain, et il est également tout à fait possible que cette peste accélérerait grandement l'adoption du christianisme. Trouver du réconfort et du soulagement dans la promesse d'une vie après la mort, dans une félicité éternelle libérée des réalités brutales de la vie à cette époque, semblait très tentant pour beaucoup de gens. L'Imperium Romanum resterait maintenant principalement exempt de grandes épidémies pendant environ 300 ans, jusqu'à ce qu'en 541 après Jésus-Christ, un nouveau pathogène provoque la troisième grande pandémie de l'Empire romain. Et comme dans le cas de la peste de Cyprien, elle est arrivée au pire moment possible. L'Imperium venait tout juste de voir la perte de ses provinces occidentales. Les efforts vaillants de Stilicho de Majorien et d'Anthemius pour sauver l'Ouest se révéleraient vains. Mais l'empereur Justinien avait réussi à restaurer de grandes parties de l'Empire romain occidental grâce au génie militaire de son général Flavius Belisarius. En 541, après Jésus-Christ, l'Afrique et presque toute l'Italie avaient été restaurées à l'Empire romain. Mais ensuite, une maladie a éclaté en Égypte en 540 et un puits s'est propagé dans les années suivantes dans tous les coins de l'Empire. Et contrairement aux précédentes épidémies, on pense que c'était la première instance de la peste bubonique et non la variole ou Ebola. À son apogée, 10 000 personnes étaient signalées comme mourant par jour à Constantinople, réduisant totalement sa population. On ne sait pas combien de personnes sont mortes dans l'Empire, mais un taux de mortalité supérieur à 10% n'est à nouveau pas déraisonnable. Malheureusement, cela n'est arrivé que 5 ans après un événement climatique qui a vu les températures chuter de manière spectaculaire dans toutes les parties de l'Empire en 536, provoquant des échecs de récolte généralisés et une famine. L'armée a été très touchée par la peste et ce n'est pas une coïncidence si les fortunes se sont retournées contre l'Empire après 541. La pénurie de main-d'œuvre a conduit à l'incapacité de l'Imperium Romano de conserver les territoires nouvellement reconquis de l'ancien empire romain d'Occident. Dès 568, les Lombards ont réussi à envahir de grandes parties de l'Italie. Au début des 600, les Slaves ont réussi à capturer de grandes parties des Balkans. Ensuite, une guerre dévastatrice avec la Perse a suivi, qui a été si dommageable qu'un peu plus tard, les Arabes ont réussi à conquérir de grandes parties de l'Empire romain, mais la peste de Justinien a posé les fondations de ces malheurs et une époque où l'Empire aurait eu besoin de stabilité pour reprendre le contrôle des provinces occidentales perdues et pour restaurer la gloire de Rome en Italie et la reconstruire à partir des dommages de la longue guerre. Au lieu de cela, l'Empire a obtenu l'une des pestes les plus mortelles de tous les temps, peu de temps après qu'une famine massive ait déjà causé des ravages. Ce double coup malheureux était si sévère, en combinaison avec la guerre dévastatrice des Sassanides du début des 600, qu'en fait l'Imperium Romanum ne se remettrait jamais et à partir de ce moment-là continuait à rétrécir. Seulement une dernière fois autour de l'année 1000, l'Empire verrait une reprise miraculeuse, mais malheureusement, cela a également été de courte durée. Nous voyons donc comment 3 pandémies massives, la peste antonine, la peste de Cyprien et la peste de Justinien, ont fortement contribué à la chute de l'Empire romain. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les autres causes de la chute de Rome, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par le moment où a commencé la chute de l'Empire romain occidental, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias amici imperi Romani et bene valete.